Vous avez là le meilleur des exemples pour appliquer cette recherche des intensités multiplicatives. Concentrez vos courbes avec le plus de variété possible, mais sans les désunir. Encadrez-les par le rapport dur et sec des surfaces des maisons, surfaces mortes, qui prendront de la mobilité par le fait qu'elles seront coloriées contrairement à la masse centrale et qu'elles s'opposent à des formes vives. Vous obtenez un effet maxima. Cette théorie n'est pas une abstraction, mais elle est formulée à la suite d'observations des faits naturels que l'on constatera journellement. Je n'ai pas pris exprès un sujet dit moderne, car je ne sais pas ce que c'est, un sujet ancien ou moderne. Je ne connais qu'une interprétation nouvelle, et c'est tout. Mais les locomotives, les automobiles, si vous y tenez, les panneaux réclames, tout est bon à l'application d'une forme de mouvement. Toute cette recherche vient, comme je l'ai déjà dit, de l'ambiance moderne. Mais avec le sujet le plus banal, le plus usagé, une femme nue dans un atelier et 1000 autres. Vous remplacez avantageusement les locomotives et autres engins modernes qu'il est difficile de faire poser chez soi. Tout cela, ce sont des moyens. Il n'y a d'intéressant que la manière dont on s'en sert. Dans de nombreux tableaux de Cézanne, on peut voir, à peine ébauchée, cette sensibilité inquiète des contrastes plastiques. Malheureusement, et ceci vient corroborer ce que je disais tout à l'heure, son milieu très impressionniste et son époque moins condensée et moins rompue que la nôtre ne pouvaient l'amener au concept multiplicatif. Il l'a senti, mais ne l'a pas compris. Toutes ces toiles sont faites devant un sujet et dans ces paysages où des maisons s'écrasent maladroitement dans des arbres. Il avait senti que la vérité était là. Il n'a pas pu la formuler et en créer le concept. Abandonner cette trouvaille qui est une certitude de développement et un commencement dans le créatif pour revenir au néo-impressionnisme, qui est un aboutissement et une fin. Je dis que c'est une erreur que l'on doit dénoncer. Le néo-impressionnisme a tout dit. Sa courbe fut infiniment courte, et ce fut même un cercle tout petit où il n'y a rien à prendre. Seurat fut une des plus grandes victimes de cette médiocre formule dans de nombreux tableaux, et il y a perdu beaucoup de temps et de talent, en s'enfermant dans cette petite touche de couleur pure qui d'ailleurs ne colore pas du tout, car la question de la puissance dans l'effet de coloration est aussi à élucider. Par le fait que vous employez le contraste de tons comme moyen de mobilité dynamique pour éliminer le ton local, vous perdez théoriquement en puissance colorante. Un jaune et un violet contrastés à volume égal sont constructifs. C'est entendu, mais au détriment de la puissance colorante qui, elle, a une valeur intrinsèque, qui n'est plus respectée car le mélange optique, c'est le gris. Seul le ton local a son maximum de coloration. Seul le système des contrastes multiplicatifs permet de l'utiliser. Par conséquent, la formule néo-impressionniste arrive à ce but assez paradoxal mais certain, celui d'employer des tons purs pour arriver à un ensemble gris. Cézanne, je le répète, le seul de tous les impressionnistes, avait touché du doigt le sens profond de la vie plastique par sa sensibilité aux contrastes de formes. Je m'arrêterai ici dans les explications techniques, mais je ne veux pas terminer cet exposé sans répondre à quelques objections qui ont été faites au sujet du Salon des indépendants. Le Salon des indépendants, qui comme tous les ans a tenu sa place prépondérante dans la manifestation mondiale de peinture, est avant tout un salon de peintres et pour les peintres. Par conséquent, toutes les personnes qui viennent là pour chercher des œuvres parfaitement réalisées n'ont rien à y faire. Elles se trompent complètement sur le but cherché par les exposants. D'autres personnes ont trouvé critiquable que des peintres d'avant-garde d'hier abandonnent aujourd'hui ce salon et n'y exposent plus leurs tableaux. On croit à des calculs plus ou moins intéressés, ce qui est parfaitement faux. Juger ainsi, c'est avoir oublié que le salon est avant tout un salon de manifestation artistique. C'est le plus grand salon du monde entier, et je n'exagère rien en employant de pareils qualificatifs. C'est justement son renouvellement perpétuel à l'encontre des autres salons, où l'on voit éternellement les mêmes peintres, qui fait sa raison d'être. Ici,
Il doit y avoir toujours place pour des chercheurs et leurs inquiétudes, et ceci grâce aux artistes qui, définitivement en possession de leurs moyens expressifs, cèdent la place à de plus jeunes qui ont besoin de se voir accrochés dans une relativité. Si tous les peintres qui ont mené la bataille aux indépendants continuaient à occuper des salles qui seraient certainement attractives, au détriment des plus jeunes, ils empêcheraient les manifestations nouvelles de se produire. Le salon des indépendants est un salon d'amateurs. Lorsque ces peintres possèdent leurs moyens d'expression, qu'ils se professionnalisent, ils n'ont plus rien à y faire. Ce salon deviendrait, comme tous les autres, un salon de vente s'adressant aux acheteurs. C'est ce perpétuel élément de nouveauté qui fait l'intérêt mondial qu'il suscite. C'est le seul qui puisse se permettre d'être l'éternel baladeur dont l'existence foraine, loin de le diminuer, lui redonne tous les ans un regain de vie. Où qu'il aille, il aura toujours son public de curieux et de peintres. Tout ce qui compte en art moderne a passé là. Tous ceux qui cherchent et travaillent aspirent à y exposer. Paris devrait être fier d'être l'endroit choisi pour cette grande manifestation picturale. Ces pauvres salles en toile et en planches ont vu éclore plus de talents que tous les musées officiels réunis. C'est le salon des inventeurs, et à côté des folies qui peut-être ne se réaliseront jamais, il y a quelques peintres qui seront l'honneur de leur époque. C'est le seul où le bon goût bourgeois n'ait pu pénétrer. C'est le grand salon moche, et c'est très beau. On n'y écrase pas de tapis, on y accroche des rhumes de cerveau en même temps que des tableaux. Mais jamais autant d'émotions, de vie, d'angoisse et de joie très pure n'ont été amoncelées dans un si modeste endroit. Il faut avoir exposé là-dedans pendant des années de jeunesse, il faut y avoir apporté en tremblant à l'âge de 20 ans ses premières ébauches, pour savoir ce qu'il est. L'accrochage des tableaux, l'éclairage, le vernissage, cette lumière brutale qui vous heurte et ne laisse rien dans l'ombre, toutes ces choses inconnues qui d'un seul coup bousculent votre sensibilité et votre timidité. On s'en souvient toute sa vie. C'est tout ce que l'on a de plus cher que l'on apporte là. Les bourgeois qui viennent rire de ces palpitations ne se douteront jamais que c'est un drame complet qui se joue là, avec toutes ces joies et ces histoires. S'ils en avaient conscience, car au fond ce sont de braves gens, ils entreraient là avec respect, comme dans une église. J'ai d'autant plus de plaisir à dire ces choses-là ce soir, que je les dis devant un public d'Européens qui me comprendront. Car ce sont eux qui sont le salon des indépendants.